On passe au dossier 5 et on termine avec Madame J qui a 47 ans. Ça aussi, un dossier qui tombe sur une partie très très importante du programme. On vous demandait le diagnostic. Le premier diagnostic à évoquer, sur quelqu'un qui a une radiographie thoracique décrite comme celle-là. Elle a des crépitants, puis bon, ça vous le gardez dans la tête, mais on vous parle de la radio. Il y a un syndrome interstitiel aux bases. On vous dit, on vous oriente sur une étiologie qui est complètement autre. Hein. Mais la première cause à évoquer, ce sera quoi? Ce sera l'œdème pulmonaire, il faut y penser. Voilà. Si vous ne l'avez pas mentionné, là, c'est forcément à zéro la question. Il faut penser à l'œdème pulmonaire. Derrière, après, vous pouvez orienter votre réponse sur la clinique de la patiente. Et donc, pensez à l'atteinte infectieuse, il faut quand même le mettre. Interstitielle, c'est sûr. Et puis surtout, d'hypersensibilité. Là, c'est vraiment décrit comme ça, c'est une pneumopathie d'hypersensibilité. Donc, c'est le diagnostic que vous proposez la question 2, une pneumopathie d'hypersensibilité dans le cadre, vous pouvez préciser quand même, être même dans les fermes, maladie du poumon fermier. Vous le justifiez assez vite, mais partez pas, faites pas du recopiage d'énoncés. Vous justifiez avec les choses importantes où vous aurez les points. Hein. Les examens complémentaires qu'il faut proposer. Si on voulait être systématique, et à l'internat on est systématique, on est méthodo, c'est la méthodo, on pourrait même mettre les bêta-HCG à 48 ans et demi avec l'état de préménopause. C'est vrai, hein. Il faudrait presque y penser. Bon, j'exagère. Quel examen va être très important pour être sûr que ce n'est pas un œdème pulmonaire là? Finalement, prend tout son sens. Pour faire la dichotomie entre le cœur et le poumon, qui est malade? Le BNP, c'est pas mal le BNP. Il n'est pas coté là, mais là, finalement, ça prend tout son sens. Le bilan biologique, il n'y a pas grand-chose d'important. À l'exception, et ça, il faut faire une rubrique à part. Là, c'est vraiment dans la pneumopathie interstitielle. Si on ne part pas sur la sarcoïdose, vous connaissez le bilan. Si on part sur la pneumopathie interstitielle tout venant, il faut ouvrir une rubrique à part pour les causes infectieuses, pour être sûr que ce ne soit pas infectieux. Et là, vous mettez tout. Les virus, les bactéries, les parasites, les agents fongiques. Donc là, vous mettez tout. Et vous recherchez tout ça. Hein. Vous le détaillez. Je vous l'ai marqué dans la correction, mais vraiment, penchez-vous bien là-dessus. Hein. Ce serait quand même bête de passer à côté d'une légionnelle, par exemple. Et vous ouvrez une rubrique du bilan immunologique. Là, c'est fondamental. Vous faites tout. Hein. Pour l'anecdote, une fois dans le cadre du bilan, il y a une infirmière qui s'est plantée, qui a coché anticorps antitissus. On a demandé plein d'anticorps. Et manque de bol, les anticorps antitissus sont revenus positifs. On a cherché longtemps à quoi ça pouvait se rattacher, hein, comme maladie. Le coup des anticorps antitissus, depuis, ils sont prescrits tout le temps, hein, parce qu'ils sont revenus une fois positifs, ils sont prescrits à tout le monde. Hein, c'est incroyable. Vous pourriez partir au soleil avec le bilan immunologique d'une malade qui a une pneumopathie interstitielle. Ça coûte très cher, mais il faut le prescrire. Hein. Donc, je vous l'ai remis aussi. N'oubliez pas que sur le plan sensitif, la première chose à prescrire, c'est les facteurs antinucléaires. C'est de là qu'on part, c'est plus sensitif, sensible. Après, vous faites le détail avec les anti-ECT. Sur les examens d'imagerie, quel examen est fondamental? L'imagerie est, finalement, non, pas les EFR. La pneumopathie interstitielle, comment vous allez savoir ce que c'est? Ouais, ça va vous aider, scanner. Le LBA, c'est la fibro. Il faut aller chercher ce qu'il y a dans le poumon pour savoir quelle est la maladie. Donc c'est le LBA. Vous ne pouvez pas avoir de points si vous l'avez oublié. Et le scanner aussi, parce qu'il y a certaines maladies interstitielles pour lesquelles les radiologues ils ont été évalués. Les radiologues, dans certaines maladies, ils ne se trompent jamais. Interstitielles. Il y a d'autres maladies dans lesquelles ils se trompent quasiment tout le temps. Donc finalement, le scanner va être très important pour énoncer certains diagnostics. Et par exemple, ici, sur le scanner qu'on a à la question 7, c'est ce genre de scanner où on sait que les radiologues sont très forts. Et si vous dites que c'est ça, il y a peu de chances qu'ils se soient plantés. En l'occurrence, c'était typiquement ce genre de choses. N'oubliez pas dans la maladie interstitielle d'aller chercher les glandes salivaires, c'est facile, tout est là-dedans. À la question 4, les résultats du bilan, en attendant le résultat du bilan paraclinique, là, le traitement à mettre en œuvre, on ne savait pas trop quoi dire à ce stade-là parce qu'on n'a pas de diagnostic. Comment traiter quand on n'a pas de diagnostic? Et bien, la première chose qu'on peut proposer et qu'il faut proposer, sinon c'est zéro, c'est l'éviction des facteurs déclenchants, parce qu'on suspecte qu'il y a une hypersensibilité, qu'il y a une exposition à des facteurs déclenchants. Donc on va voir tout de suite si ça disparaît en éliminant ces facteurs déclenchants. Donc ça, c'est très très important de l'écrire. La deuxième chose, et souvent on fait ça, comment est-ce qu'on découvre qu'une pneumopathie interstitielle en est une? Souvent on le découvre parce qu'on a une défaillance rénale sous traitement diurétique. C'est ça. Hein. Le malade, souvent, il n'a pas 40 ans, etc., il a une maladie du poumon fermier. Ça, c'est quand même un cas spécial. Souvent, le malade, il vient, il a 60 ans, 70 ans, il a du mal à respirer, on voit un syndrome interstitiel, diurétique, c'est un OAP. Ben, ça ne marche pas, diurétique plus fort, mais il va pisser ce malade, et on n'y arrive pas. Et puis finalement la créate monte, et on fait le BNP est à 20, incroyable, et c'est comme ça qu'on arrive souvent à faire le diagnostic de maladie interstitielle. Donc vous pouvez très bien, dans la proposition thérapeutique, faire un test diurétique. Tout à fait, un test diurétique. Par contre, il faut surveiller, vous ne prescrivez pas comme ça, au revoir, à 250 de l'ASIC spéciale par exemple, et au revoir. Mais un test diurétique, hein, au moins l'efficacité du thérapeutique pourrait répondre à la question du diagnostic. On ne met pas de corticoïdes ou de traitement immunosuppresseur sans avoir fait le bilan. C'est comme les antibiotiques sur, par exemple, les antituberculeux. Surtout, il faut tout prélever, être sûr de ce qu'on traite avant de le faire, parce que c'est long, coûteux, et l'impact est énorme. Il faut savoir ce qu'on traite. La question 5, là, les mesures à prendre vis-à-vis de son travail. Hein, c'est pas toujours facile, il faut l'écrire, mais en tout cas, vous dites, madame, demain, vous ne travaillez pas.
C'est fini, je vous fais l'arrêt de travail, vous ne travaillez plus jusqu'à ce qu'on sache ce que vous avez, et ça peut prendre des mois. Donc l'arrêt de travail, tout de suite, là vous le faites. Et en plus, ce n'est pas seulement ça l'arrêt de travail, vous faites aussi tout de suite la suspicion de prise en charge comme maladie professionnelle. Tout de suite, vous vous rendez compte, vous n'avez pas le droit d'attendre des mois avant de vous dire « Ah peut-être en fait, j'y ai pas pensé ». Donc là, vous l'écrivez, la déclaration de maladie professionnelle, et je vous ai remis ce que vous connaissez dans le cours, les formulaires à remplir. En tout cas, vous le faites là, le remplissage du formulaire et le certificat médical. Au passage, l'employeur, il ne remplit pas le certificat médical, l'employeur, il ne remplit pas la description, le feuillet médical. Souvent, l'employeur, on lui colle n'importe quoi. L'employeur, il vous a juste donné une fiche de paie pour prouver qu'il vous embauche en fait, et que vous faites bien le travail que vous déclarez faire. Et du coup, vous avez juste besoin d'une fiche de paie, hein, finalement, ou d'un certificat que vous êtes employé. Hein. On ne demande pas à l'employeur des trucs irréels. Souvent, c'est ça qu'on trouve dans les réponses. Et une troisième chose, hein, l'arrêt de travail, déclaration de maladie professionnelle, une troisième chose, pensez-y, elle ne va pas reprendre son travail comme ça après, même quand ce sera éventuellement consolidé tout ça, à la fin. Il y aura forcément une adaptation du poste de travail en reclassement, on va lui faire autre chose. On pense qu'il y a une hypersensibilité à quelque chose, on ne va pas lui faire reprendre son travail à la fin. Il y aura forcément un changement de poste de travail. Donc le reclassement, l'adaptation du poste de travail. La complication grave à craindre si on la laisse faire comme ça, hein, c'est le décès, clairement. Hein, elle va mourir de quoi? Il faut l'écrire. D'une insuffisance respiratoire chronique, comment? Restrictive. Hein, c'est l'interstitium, c'est la maladie, là où se dépose toute la fibrine, etc., en réaction à l'hypersensibilité. Et donc c'est une fibrose pulmonaire. Voilà, donc il faut clairement lui dire, les choses sont claires à son âge, là, ça ne s'annonce pas bien si on ne prend pas les mesures indispensables. La question 7, on la revoit plus tard, c'est toujours comme ça, à chaque fois les gens ils veulent pas, on leur explique un truc, ils sont pas encore trop malades, ils se sentent pas malades, ils disent non merci c'est bon, j'ai encore envie d'avoir une vie, souvent c'est ça, mais il faut bien leur expliquer c'est votre travail. Vous la revoyez, et elle a le scanner qui est là, c'est horrible. Qu'est-ce que vous voyez qui vous fait le diagnostic? Essentiellement le rayon de miel, c'est très joli un scanner comme ça, hein. Vous avez du rayon de miel, le nid d'abeille là, les petites délimitations des zones de nid d'abeille, c'est typiquement ça. Qu'est-ce que vous observez aussi? Il n'y a plus de poumons à certains endroits, ça s'appelle une destruction kystique. Le poumon est détruit et ça fait des kystes. À tel point que finalement ça se rétracte à certains endroits et ça tire sur les bronches. Ça vous donne un aspect de bronche dilatée, parce qu'il y a des petites bronches qu'on ne devrait pas voir en périphérie. Les endroits où on voit la structure bronchique, c'est quand même pas normal. C'est des bronchectasies, dilatation des bronches, mais tractionnelles. Elles sont tirées par le parenchyme. Ce n'est pas elles qui sont malades, c'est le parenchyme à côté qui est malade. Et surtout, effectivement, l'interstitium. Vous pouvez voir les scissures, cherchez les grandes scissures, vous les avez les scissures de chaque côté. Les scissures, elles ne sont pas normales, elles sont distordues, distorsion des scissures. Hein, et puis il y a les opacités que vous décrivez. Donc là, il n'y a pas de syndrome interstitiel, parce que ça c'est à la radio de poumon, souvent les gens se trompent. La radio de poumon, c'est un syndrome interstitiel. Le scanner, c'est quoi? C'est plus précis, c'est des opacités micronodulaires et réticulaires. Plus précis qu'un aspect radiologique, là, on a un scanner. Conclusion, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un aspect typique de fibrose pulmonaire idiopathique, ça s'appelle aussi l'UIP en anglais, la pneumopathie interstitielle commune. La pneumopathie interstitielle commune, quand le radiologue vous répond ça, vous pouvez être sûr qu'il ne s'est pas trompé quasiment. Ça, c'est souvent les signes radiologiques sont assez spécifiques, sensibles et spécifiques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la traiter? C'est la dernière question. Alors là, c'est une question qu'il faut bien construire. Hein. Tout est dans le plan, tout est dans la méthodologie. Hein. Et après, vous remplissez avec vos connaissances théoriques. Hein. Donc, essentiellement, les symptômes, on ne peut pas faire grand-chose. Vous vous rendez compte qu'on n'a jamais comparé corticoïdes au placebo? On ne sait pas si ça fait mieux. Donc, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, les symptômes, si vous avez les arguments sur les gaz du sang ou sur la PAPS, l'hypertension pulmonaire, vous prescrivez l'oxygène. Ça va la soulager, ça sera pris en charge. L'oxygène aux longues durées. Vu la clinique, si elle ne fait pas 2 pas, ça doit baisser vite. Hein. Donc, l'oxygénothérapie au long cours, très souvent. Quoi d'autre? Un petit peu de kiné. Parfois, il peut y avoir un bénéfice pour peu qu'il y ait quelque chose à drainer, s'il y a un peu de drainage à faire. Par contre, ça peut améliorer le recrutement ventilatoire. Il peut y avoir un intérêt à faire un peu de kiné respiratoire. Parfois, un peu de bronchodilatateur, parce que les bronches sont plus normales à cause du parenchyme. Peut-être qu'on peut jouer encore en les dilatant un petit peu plus pour avoir un impact. Forcément, tout va aller de travers, elle va perdre ses muscles, elle va moins respirer, etc. N'oubliez pas la fonction nutritionnelle hein, et le réentraînement à l'effort. C'est important d'avoir des muscles pour bien respirer, ça n'a pas l'air. Et toute la prise en charge sociale, ça déjà vous pouvez le faire. Sur le plan médical, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous pouvez tenter, hein, du coup, ce que je vous disais, les corticoïdes. Il n'y a rien d'autre. Hein. Donc on fait les corticoïdes, ça peut être une bonne idée de faire les corticoïdes. On peut tenter de faire plus, les immunosuppresseurs. Il y en a qui disent que parfois, s'il n'y a pas de verre dépoli, s'il n'y a pas de foyer alvéolaire, il n'y a pas de choses actives, donc il n'y a pas beaucoup d'impact des traitements immunosuppresseurs. S'il y a de la fibrose fixée, peut-être que ça ne va pas changer grand-chose. Il y en a qui essaient même les anticoagulants. Ça ne marche pas les anticoagulants dans la fibrose. Et pourtant, ça a été essayé. Les gens ont réfléchi à beaucoup de modèles encore. On pourrait imaginer faire quoi? Est-ce qu'on pourrait imaginer opérer cette dame? Eh oui, c'était la question. Vous pouvez imaginer la greffer. On vous fait arriver une dame de 40 ans qui est très malade des poumons. Vous pouvez penser à la greffer en mono ou en bipulmonaire. Tout dépend de l'état cardiaque. Je vous ai parlé du bilan pré-greffe. Alors là, le bilan pré-greffe, c'est facile et on peut vous le demander. Vous listez tout, vous faites tous les organes. Vous partez des pieds à la tête, vous pensez à tout, vous faites tout. Tout. Sur quoi il faut s'appesantir? C'est la rubrique pulmonaire, tout le détail des examens pulmonaires que vous connaissez, notamment la scintigraphie. Ce qui va tout changer,
sur la greffe du poumon, c'est si le cœur est malade. N'oubliez pas de faire le bilan du cœur et du poumon. Il y a 5 points pour l'orthographe, c'est pas cher payé à la fin. Bon, merci pour cette conf un peu longue.